Quand on devient enseignant, s'il y a bien un truc qu'on intègre, c'est qu'il faut préparer, anticiper, tenter de tout devancer pour ne surtout pas perdre la main face à ses élèves. Alors, lorsque par effraction l'imprévu s'invite dans ce cadre bien huilé, on peut y découvrir quelques pépites, ou pas d'ailleurs. On peut aussi se dire, allez, aujourd'hui, j'y vais au talent. De toute manière, ça fonctionne jamais. Entre ce que j'ai anticipé et la réalité, il y a un fossé que je n'arrive pas à combler. Donc, j'y vais au talent. Florent Lacour, auteur du livre Apprivoiser le crocodile, qui est derrière lui, et coach professionnel, m'accompagne aujourd'hui sur ce sujet de l'imprévu, de l'improvisation. Voyons ce qu'on pourrait en apprendre. Bienvenue Florent. Ouais, merci. Bonjour Nathalie. Dis-moi, un enseignant, une formatrice, un formateur qui intègre l'imprévu comme composante de son métier, ça Mhm. ressemble à quoi? En fait, ça ressemble à ce que je vis assez régulièrement, en fait, en tant que... Donc, je suis coach, je suis consultant et je conçois et j'anime des formations beaucoup à destination de managers. Et en fait, à quoi ça ressemble un formateur qui intègre l'imprévu? Alors, ça intègre un élément émotionnel, en ce qui me concerne, la joie d'aller dans la joie de l'inconnu, c'est-à-dire quelle va être la surprise, quel va être le cadeau du jour. Alors, des cadeaux des fois empoisonnés, mais des fois des cadeaux, des pépites, des inconnus, des inconnus qui vont amener des aventures peut-être. Et puis un deuxième élément plus structurant presque, en même temps que l'émotion, l'intention. Hein. Quelle est mon intention? Voilà, je me dis, quoi qu'il arrive, quelle est mon intention? Et puis troisième ressource qui vient assez rapidement aussi, c'est le plan. On en reparlera peut-être, Nathalie, le plan. Non pas le programme, mais le plan. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment ça. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est une de mes sources de plaisir dans ce travail, en fait. C'est cette rencontre, voilà, inopinée. Eh oui, finalement, on commence par la fin, parce qu'en général, j'aime bien poser la question de ce qui se passe en interne chez nous quand on aborde un sujet et ce qu'on doit travailler en nous. Et oui, un des signes, finalement, c'est de se dire, ok, j'y vais au talent et j'y vais avec joie parce que je vais bien découvrir quelque chose aujourd'hui. Et j'ai l'impression que... Mais bon, ça, je commence peut-être trop par la fin. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance, avoir confiance dans ce qu'on est soi et ce qu'on peut apporter à cet espace dans lequel on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et tout à fait. Et justement, et tout l'enjeu du travail que j'essaie de faire Ouais. sur le sujet, c'est d'amener à ça. C'est d'amener à la confiance, justement, qui sera donc le résultat de quantité de questions et de renforcement, de consolidation et de ressources et d'outillage, etc. Donc oui, oui, de la confiance, bien sûr. Alors, on le disait, je le disais en intro, les enseignants, les formateurs, enfin, on va se concentrer sur les enseignants et les enseignantes, Les enseignements. on anticipe. Vraiment, le truc, c'est anticipation. Et on anticipe pourquoi? Ben, déjà, en premier lieu, pour se conformer à ce qu'on a à faire. Est-ce que tu nous dirais un truc de cet objet de se conformer? Oui, oui. C'est vrai que quand on est dans l'enseignement ou la formation, mais je dirais encore plus dans l'enseignement, il y a cette notion de conformité au programme. Et c'est vrai que moi, j'entends pas mal d'enseignants me dire oui, oui, je suis en retard ou je suis en avance. Non, le programme, c'est quand même un référentiel très important pour les enseignants. Et il y a cette notion voilà, dans la notion de conformer, il y a la notion aussi de blinder, en fait. Hein, donc de blinder, de respecter au cordeau. Et donc, il y a quelque chose dans la notion de programmation qui renvoie à la notion de maîtrise, de contrôle. Hein, donc, quel est le niveau de contrôle que je veux avoir? Et on voit bien que c'est un terme très éducation nationale, le contrôle d'ailleurs. Hein. On fait des contrôles de connaissances. Et moi, en fait, la question de se conformer à la lettre au programme, hein, ou cette notion de programme, ben, un programme, c'est des connaissances. Et donc, je trouve ça très systémique, très culturel, très cohérent, en fait. Très cohérent qu'un enseignant qui doit transmettre
d'une certaine manière des connaissances, se disent que son référentiel, qui est donc un programme de connaissances, bah, lui, il se dit qu'il faut qu'il connaisse son programme et qu'il s'y conforme. Je trouve que il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence et il y a un enjeu de maîtrise qui est puissant. Mais tout de suite, je me dis que ça doit dépendre de pas mal de variables, en fait, cet enjeu-là pour les enseignants. Enfin, ça serait difficile de généraliser, je pense. L'exercice Oui, enseignant. Voilà. mais c'est vrai que ce qu'il y a derrière, c'est que quand on se conforme au programme, on a une satisfaction d'être un bon professionnel ou une bonne Oui, professionnelle. Et cet objet-là est une quête, voilà, que d'être un bon professionnel et de se réaliser, de dire, voilà, j'y arrive. Moi, je termine mon programme. Peut-être seul, mais je le termine en tout cas. ouais. C'est vrai que ce que tu dis, en fait, moi, ça me renvoie à plusieurs éléments que je travaille dans mon livre sur la notion d'agir dans l'imprévu. C'est qu'effectivement, il y a cette notion, comment dire, de, euh, de maîtrise. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans la maîtrise, en fait? On est sur une impérieuse nécessité qui est de maîtriser ce que l'on fait. Et donc, ça rejoint tout un pan très important de notre histoire culturelle, en fait, hein, sur penser avant d'agir. Donc, on est vraiment dans quelque chose, une culture de l'ingénieur, dans quelque chose de la rationalité, du progrès, voilà, du progrès rationaliste, du positivisme, donc qui apporte tout ce qui est très important pour que nos enfants, en France en tout cas, soient dans cette logique universelle, universaliste, et rationaliste, et progressiste, et l'importance de la science, hein, et pas des imbécilités, de la science, de ce que l'on sait, des savoirs robustes. Ça, c'est important. Ça, c'est important, mais en même temps, effectivement, ça va avec une logique de la maîtrise. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur? C'est de maîtriser. Hein, et ça, c'est important de se souvenir, il y a fort longtemps, qu'il y avait un enjeu qui était plus la maîtrise de ses émotions. Hein, donc, il y a cette notion de tempérance, donc, qui vient de très loin de la philosophie grecque, de l'homme vertueux ou de la femme vertueuse, mais surtout l'homme, malheureusement, donc à l'époque. Mais aujourd'hui, l'homme et la femme vertueuse, donc c'est-à-dire qui fait preuve de tempérance, et donc qui se maîtrise ses émotions, mais qui maîtrise son environnement, qui maîtrise la nature, si tu vois où je veux en venir. Qui maîtrise, qui domine, et donc qui contrôle. Voilà. Et donc, quand on parle de contrôle, souvent, le mot qui vient avec, c'est command and control en anglais. Donc, ça y est, on est dans une logique de commandement. Donc on doit, et je pense que c'est quelque chose de très important dans la transmission, dans la culture de l'enseignement. L'enseignement, au départ, il y a fort longtemps, ce n'était pas un enseignement laïque et universaliste, c'était un enseignement religieux. On transmettait des valeurs, la tradition, hein, et donc, donc c'est un savoir qui s'impose, impérieux. Donc il y a cette logique-là je pense qu'il y a des éléments qui proviennent de ça, dans le fait qu'un enseignant se dise, il faut que je blinde tout. Très bien. Bah, Alors, je trouve, sensible. je fais l'exercice hein, finalement en me disant, OK, l'objet de cet entretien, c'est de pouvoir faire la proposition aux enseignants, aux enseignantes, de dire, eh, est-ce que je peux questionner finalement cette, cette, cette tentative et je l'emploie escient tentative, cette tentative de maîtrise pour laisser un peu d'imprévu. La première des questions, c'est justement de se poser la question de où j'en suis où de cette idée de maîtrise. Ça correspond à quoi la maîtrise chez Pour moi? moi. Voilà. Voilà, pour moi, parce que finalement, il n'y a pas de maître étalon de la maîtrise. Et je vais revenir à cette... Je vais t'emmener pour tirer un peu plus loin cette question de l'anticipation. Est-ce qu'on peut imaginer des degrés, une profondeur, une ampleur de cette anticipation? Oui. Mais je voudrais, attends, Nathalie, parce que Vas-y. tout d'un coup, je me suis dit, mais zut, on n'a même pas parlé du mot maître. Oui, c'est vrai, Et mais t'as maîtresse. raison. Voilà. Je voulais juste Mais oui. signaler ça, en fait. C'est-à-dire que bah, mon fils qui a 10 ans et demi, qui est en CM2, on n'appelle pas son maître. Hein. Moi qui ai 53 ans, on me disait maître, hein, Ouais. un enseignant. Là, aujourd'hui, ça se fait plus. Mais on voit bien aussi hein, cette notion de maîtrise. Ouais, ouais. Donc, je voulais, voilà, il y a dans les mots même,
Ben, imagine, tu vois, tu es t'es dans un univers professionnel, Ouais. d'enseignement à l'éducation nationale, où le mot maître, il y a encore pas très longtemps, je me demande si c'est pas encore utilisé dans certaines écoles, Si, hein. si, si, ça l'est, ça l'est. Mais Ça dépend des enseignants, en fait, hein. comment il s'appelle ta maîtresse, hein, comment il s'appelle ton maître, enfin ce genre de questions. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc il y a ce côté, donc c'est quand même quelque chose de très fort dans l'ADN, dans la génétique. Donc voilà, donc Ouais, c'est quelque chose on s'habille avec ça. ouais. Tu vois? Je suis On s'habille avec ça, ouais, ouais. je suis maître, donc de ce que je dois dire, je suis maître de la situation, voilà. Et donc moi, ce que je voulais dire avant que tu t'aurais c'est pas te répondre, mais par rapport à la question de l'anticipation, c'est une manière d'y répondre également. C'est je pense que l'idée, c'est absolument pas de valoriser à outrance, l'improvisation, de valoriser à outrance un terme que je déteste, le lâcher prise, de valoriser à outrance, le one again, voilà, j'y Euh, vais comme ça, ouais, ouais. voilà. Rock and roll, quoi. Allez. Ouais. Je dirais pas ça. Je dirais, c'est cultiver une culture du «et», les 2. Voilà, et c'est faire les 2. Et en fait, ça, c'est vraiment un sujet, je pense, majeur au travail. Accepter, valoriser de faire les 2, de faire les 2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà, donc Ce que je trouve peut-être important de dire à ce moment-là, c'est que j'imagine dans la carrière d'un enseignant, j'imagine un ou une jeune enseignante, enseignant qui débute. euh, on peut tout à fait imaginer que c'est impossible d'y aller sans préparation, sans anticiper, parce que on n'a aucun geste métier, on n'a aucun acquis, on n'a aucune colonne vertébrale en tant que professionnel, en tant qu'individu, oui, mais en tant que professionnel, et on est quand même là pour une mission professionnelle. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il y a un point de bascule dans son temps professionnel où on peut se dire, tiens, là je peux y aller peut-être. oui, tout à fait, Nathalie. Je suis d'accord avec toi et surtout, en gestion des ressources humaines, on dit souvent que la phase d'après, quand si on prend, l'évolution d'un professionnel, hein, dans l'occupation d'un emploi, hein, donc là, dans l'occupation de l'emploi enseignant, pas le poste, parce que le poste, c'est dans l'école en question, mais ou dans le lycée ou le collège. Mais dans l'emploi d'enseignant, effectivement, il y a des étapes, hein. Il y a le jeune professeur, il commence à devenir en maîtrise et en autonomie, hein. Souvent, on les met comme synonyme, hein. On dit, il est en maîtrise, donc il est en autonomie. Et c'est un autre point sur lequel je voudrais revenir tout à l'heure, cette question de l'autonomie. Donc la maîtrise et l'autonomie. Et souvent on dit, en gestion des ressources humaines, que c'est quoi l'étape d'après? Eh bien, c'est l'expertise. Donc l'expertise, c'est en capacité de transférer sa pratique, donc de devenir un espèce de tuteur, de jeunes professeurs vont venir dans ma classe et je vais leur montrer comment je fais. Et puis on dit que souvent l'étape d'après, ou en tout cas concomitante, c'est d'être dans ce qu'on appelle l'innovation. Et donc, parce qu'on a tellement acquis d'expérience que justement, on sait très bien que, voilà, donc on pourrait aussi très bien faire un raccourci en disant, pour accepter les imprévus, attendez d'avoir 15 ans d'expérience, ce qui est quand même un peu difficile à entendre aussi. Donc, moi, je pense que oui, effectivement, quand on a de l'expérience et de l'expertise, on est peut-être plus en capacité d'accepter et d'accueillir l'inconnu, mais il y a de nombreux travaux, de nombreuses qui démontre l'inverse aussi. Qui démontre que plus on a d'expertise et plus de maîtrise sur un sujet, plus on a du mal à s'en affranchir dans certaines situations. Et il y a une étude qui est très connue, hein, de ce qu'on appelle l'incident de Mann-Gulch, qui a été réanalysé par un sociologue qui s'appelle Karl Weick, W-I-C-K, qui démontre bien que la seule personne qui s'en est sortie, c'est la personne qui s'est plus affranchie des règles, parce que c'était quelqu'un d'expérimenté, mais qui avait, dans son expérience, qui avait accepté cette idée qu'il fallait improviser et pas forcément respecter le protocole. Parfois, il est absurde. Mais voilà, pour pouvoir s'en défaire, il faut le connaître. C'est Donc, ça. Ouais, tout à fait. il y a cette Très idée, bien. hein, Ouais. Donc, deuxième question à se ouais, poser entre soi et soi, c'est sur quel sujet, à quel moment finalement de mon cours, je suis suffisamment en expertise pour pouvoir lâcher. Et j'imagine tout à fait en tant que jeune enseignant, on arrive
on n'arrive pas vierge de toute expérience de vie, donc dans sa classe, dans son cours, il y a bien des endroits où on peut apporter quelque chose de soi, et donc là, d'être en maîtrise, je vais dire n'importe quoi, j'aime chanter, bah non, je vais rien préparer là, je vais découvrir ce que ça fait que d'arriver sans rien préparer, mais je sais que ce que je connais de ma voix, ce que je sais de ce qui plaît, de ce qui plaît pas, il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Donc, merci d'ajouter cette petite, comment dire? Oui, il y a des nuances, en Oui, fait. c'est ça, cette nuance, exactement. La Ouais. curseur, ta question tout à l'heure, c'était Oui, le curseur de l'anticipation, enfin, avant, hein, donc quand on est dans cette phase de préparation de ses cours, hein, le week-end, malheureusement, ou le mercredi, ou le lundi les soir. premières semaines des vacances. Voilà, en tout cas, voilà. Donc, quand on est dans ces moments-là, effectivement, on pourrait peut-être se dire, tiens, euh, dans le programme, justement, ou dans ce que je traduis du programme que je vais mettre dans mon planning de la semaine qui va venir, peut-être se dire, tiens, quelle est la petite dose de non-programmation que je vais intégrer? C'est-à-dire peut-être aussi ne pas tout mettre au cordeau dans le timing et me dire, tiens, bah, bon, alors là, il va y avoir du maths, des français, là, il va y avoir le sport, bon, là, il y a ça. Puis peut-être se dire, bah, là, je verrai bien. Alors évidemment, voilà, donc déjà, c'est ça, ce je verrai bien qui peut être très insécurisant pour pas mal de gens. Et voilà, donc tout à l'heure, ta première question, c'était c'est quoi un formateur qui accueille l'imprévu du travail? Ben, il y a cette idée-là aussi dans ma pratique, en tout cas, qui est de dire, bon, voilà, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis bah, je verrai bien. Ouais, le je verrai bien. Très bien. Très bien. Et Ouais, donc, non, mais j'insiste sur le verbe ouais, voir. ouais. C'est-à-dire que quand on dit prévoir, Ah prévoir, oui, tout à fait. bah oui, bah oui. Prévoir, prévisible, ça veut dire voir avant. Mais voir avant, ça veut pas dire tout blinder, tout identifier à l'avance. Prévoir, ça veut dire je verrai bien aussi. C'est-à-dire, à côté, c'est pas, j'y vais pas non plus je vais pas raconter des anecdotes, mais je me souviens vaguement avoir, dans mes premières années de formateur, il y a 15 ans, euh, me la jouer comme ça. Je verrai bien, mais sans, je verrai bien, quoi. Catastrophe. C'était une catastrophe. Ouais. Hein, c'était une catastrophe parce qu'effectivement, il y a quand même un besoin de structure. Et c'est ça c'est le verbe que je voulais mettre dans le panier. Trop C'est-à-dire bien. que pour moi, si tu veux, Nathalie, le sujet de l'acceptation de cette, un des premiers sujets de l'acceptation, tu disais, oui, il y a cette, une fois que je maîtrise un peu, qu'est-ce que je peux commencer? Bah, je te disais, l'objectif, c'est de faire du et. Donc, et structuré et improvisé. Et puis, bah, au début, tu dis, bah, je vais structurer à 90% ou à 95%, et tu vas improviser à 5%. Et c'est là où les Athéniens s'atténirent, enfin, pardon pour cette phrase un peu stupide, mais c'est-à-dire que bah, tu as beau préparer 90%, bah, tu arrives en situation de classe et puis bah, ça se passe pas comme ça. C'est ça se passe pas comme ça. Et donc d'intégrer dès le début qu'il y a une composante de je Voilà, verrai bien et je me sens alors prêt. On n'est jamais prêt, mais je sais que ça va arriver voilà c'est ça. et j'accepte. Enfin, Je sais que ça va arriver, et je sais que ça va arriver. et donc il y a cette histoire d'anticipation. Donc, par rapport à la question de l'anticipation, classiquement, quand on dit anticiper, on dit ça veut dire prévoir les risques, les aléas. Donc pour ça, on peut faire des exercices, hein. Quels sont tous les risques qui peuvent arriver dans une classe? Quels sont tous les aléas qui peuvent m'arriver? On peut les lister, hein. C'est pas, je sais pas, je donne pas, je sais pas ce qu'on fait quels sont le programme de formation des enseignants. Je le connais pas malheureusement. Ça m'intéresserait de le connaître, mais et même d'y contribuer. Mais je me dis, bah voilà, donc on prévoit les risques. Bon, qu'est-ce qui peut se passer dans une classe? Ça. Qu'est-ce qui peut se passer dans une école? Bah ça. Bon, on peut faire une analyse de risque, une analyse d'aléa. Ça se fait. C'est des techniques qu'on connaît pour avoir des plans B. Donc déjà, ça rassure. Déjà, ça rassure. Réduire en amont. Donc ça rassure. Plutôt que de blinder, enfin, tu vois, par rapport, plutôt que de blinder son programme, plutôt que de le faire au cordeau à la minute ou aux 15 minutes près, ben, plutôt que de faire ça, faire un plan plus souple, si tu veux, j'y reviendrai plus tard, je sais pas. Et puis, il y a la deuxième idée, c'est de faire une analyse des risques pour essayer de réduire.
ben, se stresse parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de sécuriser, hein. Dans la maîtrise, dans le contrôle, on est dans la question de la sécurité et on a besoin de ça. Besoin de sécurité et les enfants, ont besoin de sécurité donc ça renvoie toujours à cette idée-là et je tu vois? Voilà ce que l'idée que ça me fait venir, c'est la liberté. Liberté, sécurité, bah, oui d'accord, mais enfin, liberté oui, mais sécurité d'abord donc voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est bien, tu es allé, naturellement vers, ce terme, hein, du contrôle parce que finalement si on anticipe pour se conformer, on anticipe, pour, se sentir en maîtrise et puis quand on arrive devant la classe, eh bien, il est important pour nous de contrôler, voilà, De de voir tout con ouais. de voir, prévoir, voir avant donc puis et on est donc bien dans le sujet de la connaissance et pour moi, c'est pour ça que le sujet de la connaissance, qui est donc transmettre des connaissances, c'est compliqué d'accepter l'inconnaissance, donc Et l'inconnu, oui. Et oui, oui, mais tu vois? c'est Ça va très avec. très bien, c'est parce que et ça c'est profondément intime, en fait, c'est que ça se joue en arrière-plan. Si on choisit ce métier-là, c'est pour transmettre, donc c'est Bah, pour transmettre quelque chose, une connaissance et oui, et intégrer un paramètre de dire: «Bah, non, il y a il y a des choses que tu ne connais pas et que tu vas faire vivre dans ta classe ou dans ton cours». c'est ça. Il y a un petit hiatus, C'est ça et je pense que quand on est jeune professionnel, il y a des jeunes professionnels qui sont déjà tout à fait, comment dire? Bien éveillés à l'idée qu'il y a de l'inconnu, qu'il y a ils sont, c'est hein, mais ce qui peut être, important, c'est justement, jusqu'où je peux aller dans cet inconnu. Alors que, ben, j'ai un programme ça on revient toujours au même sujet, hein, et oui, oui, oui. de connaissances, hein. Programme, donc il y a un truc à dérouler dans le temps et de connaissances. Il y a un stock de ressources à transférer et d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est super important. Mais on reviendra peut-être, tout à l'heure si tu veux, mais pour moi, il y a des ressources en fait. Moi, je propose des choses, hein. Ouais, tout à Alors, fait. à tes questions, en fait, on peut déplier les questions, mais j'ai des choses à dire pour, rassurer ou en tout cas, permettre, Mais allons-y, on peut aller sur les outils, parce que c'est vrai que cette idée du contrôle, elle est, elle est cruciale hein, dans notre manière d'être enseignant, quand on est en classe, quand il y a un regard externe, euh, un inspecteur, une ouais, inspectrice, voilà. un collègue, une collègue qui passe et Parce que la classe est bruyante, tout de suite on a l'impression que on voilà, va être jugé de bien sûr. mauvais professionnels. Comment on travaille en soi ce on va pas utiliser le terme de lâcher prise parce que On peut ce regard en fait, c'est cette autocritique en général très très dévalorisante sur bah, en cette fait, non maîtrise. si tu veux, moi, je pense qu'il y a 2 mots, enfin, il y en a un en tout cas, c'est sûr, c'est plutôt que de parler de lâcher prise, je parlerais d'accepter. Oui, Il y a tout à cette fait. notion d'accepter. Souvent en coaching, on dit d'accueillir, mais enfin d'accepter, je dirais. D'accepter, c'est voilà, c'est comme ça, c'est là. Ouais, c'est Donc ça. c'est pas évident, parce que dans la maîtrise, il y a un côté dans le contrôle, c'est moi qui décide. De ce qui va se passer Moi à ce moment-là. qui décide. Il y a tu vois? C'est pour ça que je te dis, c'est très profond, c'est il y a de l'ordre de la volonté, et donc c'est moi qui décide, donc c'est moi qui contrôle, et donc c'est quand on dit: «C'est sous contrôle», il y a cette idée-là, quoi. C'est-à-dire, hein, il y a cette c'est à ma main, je vais avoir de l'impact dessus. Donc dans l'acceptation, il y a quelque chose où tout ne relève pas de moi. Je ne suis pas responsable de tout ce qui se produit. Au légitimement, officiellement, institutionnellement, bien sûr, je suis responsable, mais en fait, je ne peux pas tout contrôler. Donc il y a cette chose, il y a cette idée-là, cette acceptation. Et donc si on ne l'accepte pas, bah, on va se prendre des murs, hein. Donc des fois, souvent, c'est pas les mots qui font que les gens acceptent, c'est les expériences de vie, les expériences et les épreuves. Je dis bah oui, ouais, ouais. Bon. Et donc il vaut mieux préparer cette acceptation que de la vivre mal. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà se... Préparer l'acceptation, c'est ça. Oui, C'est ça que je trouve. Hein, c'est pas alors c'est vertigineux hein, parce que finalement je ne je laisse juste un espace où j'accepte, parce que de toute manière, malgré toutes les listes que je pourrais faire, eh ben,
il y a un risque que le dé tombe sur la tranche. Je me souviens de l'exemple que tu m'avais donné Ah oui, lors oui. de notre de précédent entretien. Et oui, en fait, il y a un truc qu'on n'avait pas prévu. Non. Et en fait, ça revient à remettre en cause cette idée que on peut tout penser avant de faire. L'approche l'approche cognitive dominante, qui rejoint la culture de l'ingénieur, qui rejoint la pensée rationaliste, qui est notre pilier, hein, repose sur l'idée qu'on peut tout penser avant d'agir. Et qu'il n'y a qu'un seul espace de liberté pour ça, c'est l'art. Voilà. Et c'est pour ça que le mot talent me dérange. Il y a un espace, ici, il y a un seul espace où on peut penser après avoir agi ou en faire en même temps, c'est le domaine artistique, l'improvisation théâtrale, artistique. Là, c'est toléré. C'est toléré parce qu'il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas d'enjeu de contrôle global, d'enjeu économique aussi dans l'art, bien sûr. Mais dans la performance artistique, on peut, en même temps qu'on raconte une histoire, l'inventer et pas forcément dérouler son texte. Et donc, je pense que l'idée, là, c'est un peu un télo ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'on disait juste avant, par rapport à accepter cet imprévu, accepter cette situation, il y a cette idée de aussi se dire, je vais penser avant d'agir, mais je peux aussi penser pendant que j'agis, voire même agir et après penser. Le sujet en fait que tu poses, qui est compliqué pour un enseignant, c'est de se dire, je vais parfois peut-être ne pas savoir. Et donc, par rapport à ne pas savoir, il faut pas que je sois silencieux, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, je vais faire quoi? Ben, peut-être que c'est là où on revient à la question de la confiance, mais on peut peut-être en amont se dire que si cette situation arrive, j'ai des ressources sur lesquelles je peux m'appuyer. Et c'est ça, moi, que je dis. Je dis que justement, on peut se préparer à agir dans l'imprévu. On peut s'y préparer. On peut s'y préparer et on peut apprendre de ce que l'on a fait en situation. C'est-à-dire que, et donc, donc ma deuxième, pour aller dans le concret de ce que tu disais tout à l'heure, hein, pour un jeune professionnel, eh ben, ce que je recommande très fortement, c'est vous avez fait face à un imprévu que vous n'aviez pas identifié à l'avance, prenez 5 minutes à la cantine ou le soir dans votre trajet ou quand vous êtes chez vous et que vous pouvez vous concentrer quelques instants, repassez-vous le film, quel était cet imprévu, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que ça a marché? Et quand même, on peut se le dire, Nathalie, la majorité du temps, ça marche. La très Oui, grande mais bien majorité du temps, sûr, ça marche. Non, bien mais, sûr, et donc, oui, c'est mais vrai. faut capitaliser. Capitaliser sur ces petits trésors du quotidien, en fait, se dire, ah bah oui, bah en fait, ça marche. Alors évidemment, c'est peut-être pas académique, voilà, bon, mais ça fait il y a quelque chose qui s'est passé. Et souvent, très souvent, et c'est pour ça que le lien avec l'innovation est important, c'est que très souvent, tout ça, comme c'était pas prévu et que j'ai quand même fait un truc, on le met sous le tapis et parce que bah il faut pas montrer les improvisations. Hein, moi, je dis souvent cacher ces improvisations que je ne saurais voir. Pour moi, l'enjeu numéro un par rapport au travail que je fais, c'est de valoriser les improvisations, mais pas n'importe comment, pas n'importe lesquelles. Des fois, il faut pas improviser, voilà. Mais quand il y a des choses qui marchent, il faut les valoriser. J'aime bien cette idée de retour sur soi, retour sur expérience finalement, de se dire, ok, C'est ce que il j'ai s'est fait. passé quoi? Ouais, Ok, je l'avais pas prévu. Ben, j'ai trouvé des ressources, j'ai questionné mes élèves. Qu'est-ce que j'ai mobilisé? Et ça, je coche et je le garde. Et je oui, me dis, mais ça, donc oui, ça, ce truc-là, oui, eh bien, ça fait partie de mes ressources. exactement. Je peux, et on boucle, je Oui, peux oui. avoir confiance en moi. Je Et donc, sais que, voilà. Donc, je pense qu'il faut se créer un petit carnet d'expérience. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de praticiens qui font ça, hein, qui écrivent ce qu'ils ont fait dans la journée ou qui prennent des notes. Mais pour moi, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que le métier d'enseignant, c'est un métier solitaire. Alors que, et donc, quand on est dans d'autres situations professionnelles où on est plusieurs professionnels ensemble, il y a d'autres ressources qui peuvent être sollicitées. Mais là, bon, tu peux appeler un ami, hein, tu peux aller dans la classe d'à côté. Non, mais tu peux aller dans la non, mais classe. ça arrive. Enfin, je veux dire, dans des Voilà, situations de crise, tout à fait. c'est fréquent. Mais tu es quand même seul face aux enfants. Et donc, pour le coup, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'autonomie.
quand on dit qu'un enseignant est autonome, ça veut dire qu'on part du principe qu'il peut être tout seul dans sa classe avec les enfants. Bon, les critères pour déterminer ça ne sont pas toujours évidents. Mais justement, donc, dans cette autonomie, je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la solitude. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce dialogue avec soi-même dont tu parlais. Donc, je pense que c'est important la préparation. Moi, je ne pense pas qu'il faut y aller, comme tu disais tout à l'heure, allez, aujourd'hui, j'y vais au talent. Non, je ne pense pas, parce qu'on est tout seul. Donc, il faut s'y préparer, il faut se préparer à ce qui va se produire et savoir qu'on a des ressources. Et moi, j'en ai là, donc je ne sais pas si c'est le moment où je les mes trucs, mais parce j'avais d'autres choses à dire, éventuellement, ça rejoint y aller au talent, mais peu importe. Donc, la première ressource, enfin, c'est peut-être pas une ressource, c'est plutôt un message ressource plutôt qu'une ressource, c'est plutôt que de considérer le programme, considérer le plan. Ça semble une idée simple, mais elle est très importante parce que considérer le programme, le programme, c'est quelque chose de très codé. Un programme informatique, un programme mathématique, c'est un algorithme, un programme, c'est un processus. Et donc, dans quelque chose de programmé, il y a quelque chose de très articulé. Et ce qui fait qu'on a du mal à c'est une belle machine, un programme, voilà. Oui, c'est une suite d'engrenages. Tu vois, c'est Ouais, comme tout à fait. l'ADN. Tu vois, comme l'image de l'ADN qui est comme Tout ça. à fait. Donc, en fait, si tu fais un truc dans le machin, bah, ça débloque tout. Donc, la notion de programme, elle est on est dans l'interdépendance des activités, tac, 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 je vais faire ça ensuite, après je vais faire ça. Bon, donc, souvent, le conseil qu'on peut déjà donner, c'est que si, bon, vous avez du mal à ne pas respecter un programme, faites en sorte que votre programme y ait des ruptures. Que vous puissiez avoir ces moments où j'ai fini une séquence. Donc, si j'en démarre une autre, j'ai au moins ce trou-là entre les deux où il peut se passer autre chose. Bon, donc là, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est la notion de plan. Moi, je privilégie la notion de plan. Le plan, en fait, le plan comme une ressource, c'est ce que tu disais, c'est le squelette, c'est la colonne vertébrale. Donc, j'ai un plan, mais mon plan, la notion de plan, ce qu'elle a d'intéressante, c'est qu'il y a deux choses dans un plan. Il y a une orientation, un cap, une direction. Et puis, deuxièmement, dans la notion de plan, c'est que ce qu'il y a dans mon plan, je peux le débricoler, je peux le dessortir. C'est-à-dire que j'ai des activités ou des sujets. Par contre, je peux les emboîter ou les désemboîter quand je veux. C'est-à-dire que je change mon plan. Donc, en fait, si je dirais ça simplement, quand moi, j'improvise en tant que formateur, je change mon plan en permanence. Je fais du Tetris. Voilà. Donc il y a cette notion. Mais pour pouvoir faire ça, il faut connaître son plan. Et non pas son programme. Et non pas son programme. Son plan. La structuration. Donc il y a toujours une intention, il y a toujours une direction. Tiens, aujourd'hui, on va travailler sur les soustractions. Donc voilà, ça c'est mon intention. Bon, j'ai prévu des activités pédagogiques. J'ai prévu ça dans un certain timing. Si je vais trop loin dans mon timing, dans mes activités pédagogiques et qu'il y a un grain de sable dans la machine, bon, je peux être frustré, me dire j'ai pas fait comme il fallait. Alors si je me dis j'ai une intention, c'est les soustractions, j'ai des possibilités d'activités pédagogiques, et puis je vais prendre celle-ci et prendre celle-là, bon, et que je m'autorise à faire ça comme ça, c'est déjà plus souple. Donc j'ai un plan, c'est-à-dire j'ai une direction. Moi, je dirais une intention, tu vois, pour être encore plus, pour être encore plus survivant, encore plus en mode dégradé, en mode parachutiste, en mode surf, hein, jonglage. J'ai une intention. Mais si j'ai une direction, c'est mieux parce que c'est plus précis. Mais bon, j'ai une intention, ça vient de moi. Et puis j'ai des briques. C'est pour ça que je parle de Tetris parce que c'est comme ça que ça vient dans ma tête à moi. Je ne sais pas si tout le monde a le même. Non, moi j'ai une autre image, je te la partagerai après. Vas-y. En fait, en t'écoutant, j'ai deux images qui viennent. C'est que cette idée du programme, il y a quelque chose de très linéaire et de très séquentiel. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Alors que l'idée du plan, c'est pour moi une carte mentale. C'est-à-dire que c'est une vision comme ça à 360, en fait, dans toutes les directions. Voilà. Et je vais me laisser aller, ok. Je sais qu'il y a tout ça. C'est cette pensée un peu en arborescence. C'est de se dire, ok. C'est là, mon intention, c'est bien apprendre les soustractions, apprendre à mes élèves à faire des soustractions. Mais il y a tout ça qui se joue.
Voilà. Et Et du donc, coup, je fais coacher. mais alors du coup, j'ai une question. Oui. Dans la première idée de, de séquençage, le un, le 2, Ouais. c'est ça qui nous guide. Est-ce que tu sais ce qui se joue et ce qui concourt au choix quand on est dans une pensée en arborescence comme ça? C'est-à-dire, j'ai un plan, je sais où je veux aller, mon intention, j'ai une arborescence d'activité, et qu'est-ce qui concourt au choix à l'instant T de ces activités? Alors là, tu vois, c'est là où, ça devient un peu plus complexe que ce que je viens de dire, mais je pense que la situation de la classe joue énormément et puis bien sûr, l'enseignant lui-même, hein. Hem, donc i si tu veux, la première ressource dans mon bouquin, j'appelle ça une ressource collective. J'appelle ça donc, le plan comme orientation et comme Lego, voilà. Ça c'est la première la 1re variable. La deuxième variable, c'est moi et ça, on va y venir si tu veux bien, un enseignant et puis il y a la situation de classe et donc moi je trouve donc ce que je dis dans mon bouquin, c'est que parmi donc il y a 2 on a 2 importantes ressources collectives qui sont disponibles pour l'enseignant. Donc il y a le programme que je traduis en plan et il y a la situation de classe, c'est-à-dire le niveau où j'en suis, la dynamique de la classe, il y a beaucoup de variables, mais dans cette situation de classe, on pourrait l'appeler, c'est l'environnement de ma situation. C'est l'environnement et donc l'environnement, c'est très concret. C'est comment c'est organisé spatialement, comment c'est spatial donc je sais l'importance que les enseignants accordent à ça. Mettent leur table, ce qu'ils mettent au mur, ce qui est disponible facilement d'accès en termes de feutres, de post-it, de tableaux, de enfin tout ce enfin voilà, l'environnement matériel, spatio-matériel, de la classe, c'est très important et je pense que c'est une ressource qu'il faut augmenter. C'est-à-dire qu'il faut encore plus se dire: «Si je suis en galère, eh bien, j'ai des ressources qui sont au mur, en fait. J'ai ce qu'il faut déjà». Donc ça bah, la deuxième ressource collective, c'est les enfants, évidemment. Donc je sais, c'est pas très joli le mot ressource, mais ressources au sens où les questions qu'ils me posent, leurs enjeux. Mais ça, tout ça, les enseignants ils le savent très bien en général, hein. C'est ce qu'on apprend et c'est ce qu'on apprend avec l'expérience. Mais si on les considère comme avant, en amont, quand je prépare, hein, avant d'y être, je me dis, ce qui va se passer dans la classe, c'est aussi lié à ce qui se situe dans la classe. Donc la situation de classe, et donc, on peut distinguer des éléments. Donc, si on veut faire un télo et intellectuel, on dirait ce qu'on appelle des affordances. C'est-à-dire que c'est ce que permet l'environnement. Si tu as une classe vide, il n'y a rien au mur, il n'y a pas de table, il n'y a pas de enfin, il y a que des tables et des chaises et il n'y a rien, bah, tu es un peu en galère, tu vois, tu es un peu, tu as besoin de ça. Et donc, c'est important que l'enseignant, il crée un environnement, mais ça, j'enfonce une porte ouverte, je pense. Mais pour moi, je vais plus loin sur cet élément-là. C'est-à-dire, c'est de développer la culture du bricolage. La culture du bricolage, comme tu disais, tu disais, mais comment je vais choisir mes activités? Et donc, un ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Un ingénieur, il dit, il y a ça, 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 il y a ça. Un artisan, il dit, c'est mon tour de main qui va faire que donc j'ai des ressources, j'ai des machins. Et la culture du bricoleur, c'est j'ai des éléments qui sont là maintenant. Et c'est ça, maintenant. J'ai que ça. Donc il faut ces 15 secondes d'avance, d'avant-garde. J'ai ça là, c'est ça que j'ai en ce moment. Tiens, bah, j'ai Bernard et Roger qui sont en train de s'engueuler là dans la classe. Donc voilà, qu'est-ce que j'en fais de ça? Donc ça c'est une ressource, voilà. Voir ce qui se passe dans le moment présent comme une ressource, comme un point d'appui, et non pas comme quelque chose que je subis. C'est une ressource, il se passe un truc génial. Donc voilà, j'ai cultivé ça, moi Florent. J'ai cultivé ça. Il se passe un truc que j'ai pas prévu, génial. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Donc j'essaie d'entraîner mon cerveau à rapidement saisir ça. Et je bricole. Non, mais c'est aussi bricoler, c'est s'autoriser. S'autoriser à se dire, bon, bah, je lâche mon guideline, je lâche mon programme précis. Bon, voilà. Donc, ça, pour moi, il y a le programme, la situation de classe, et puis il y a moi. Ces trois éléments. Et donc, moi,
ce que je propose à mes clients et à mes gens que j'accompagne, c'est de vraiment raisonner sur ces 3 plans. Il y a la situation avec ses ressources, puis il y a moi, et puis il y a d'autres ressources. Il y a des ressources individuelles et des ressources collectives. Là, je me suis focalisé pour l'instant sur les ressources collectives. Il y a aussi des ressources individuelles, c'est-à-dire moi, l'enseignant. Et ça, si tu veux, on peut en parler parce que le mot talent me dérange, en fait, moi, Oui, personnellement. oui, je comprends. Je comprends. Parce Mais c'est que je l'ai utilisé parce que c'est une expression toute faite. Et effectivement, le talent, je le remplacerais bien par est-ce que mon petit bagage de ressources, en fait, ressources internes, ce que je suis moi, ressources expérientielles de ce que j'ai acquis par mon expérience, ressources de l'espace dans lequel je suis et ressources mes élèves parce que ils sont pas contre moi ou juste voilà, ils sont dans le même espace et donc ils ouais. sont cette ressource vive. Très bien, très très bien. Donc, pour le coup, si tu veux, par rapport à cette notion de talent, moi, c'est pas en fait, pourquoi elle me dérange? Elle me dérange surtout parce que le talent, c'est tout à l'heure, souviens-toi, c'est que s'il y a bien un espace où on accepte que agir et penser et que improviser ait de la valeur, c'est dans le milieu artistique. Et c'est souvent dans le milieu artistique qu'on dit quel talent. Dans le milieu de la gestion des ressources humaines et du management, c'est un terme que l'on utilise aussi. Il y a même des gens dont le poste, c'est développement des compétences et des talents. Bon, Je disons ne qu'en savais fait, pas. bah ouais, On n'a pas ça à l'éducation nationale. non, mais tu vas dans d'autres structures et tu vas voir que tu vas avoir des chefs de service, de bureau, du développement des talents. Euh, la question du talent, c'est que c'est un mot un peu valise, mais qui recouvre des choses qu'on peut découper. Donc moi, ce que je te propose sur cette question-là, alors comment je vais y aller si j'y allais au talent? Alors ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, eh bien, déjà, j'aurais une première chose à dire, qui serait une espèce de programme général sur ce sujet, qui serait de dire, donc, je me mets à la place d'un enseignant, et voilà, je me mets à la place d'un novice qui se dit, je vais, donc je ne peux pas tout connaître, déjà, je ne peux pas tout connaître de la situation à venir, c'est une espèce de mantra. Je ne peux pas tout connaître, j'insiste sur le tout, je ne peux pas tout connaître de la situation à venir, mais je peux encore mieux me connaître pour être mon allié. Donc, ok? Ok. Non, mais Ah, mais très bien. espèce de mantra, tu vois, toujours. Euh, Avant d'y aller, hein, avant d'aller en classe, ben, je peux me dire ça. Toute la situation à venir, je ne pourrais pas tout en connaître, même si j'ai fait tout un travail de préparation. Pas tout en connaître. Mais par contre, en revanche plutôt, je peux, moi, encore mieux me connaître, hein, pour être mon allié. Alors, c'est là où l'institution, l'organisation est censée accompagner et aider, hein, mais donc moi je distinguerais 4 points, pardon, c'est pas très joli, 4 trucs. Donc c'est quoi le talent ou qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, chers enseignants, chères enseignantes surtout, pour y aller au talent, comme dit Nathalie. Premier point, connaître mieux sa personnalité. Effectivement, là je parle de la structure de personnalité. Je parle pas je parle vraiment de votre structure. Il y a des personnalités pour lesquelles c'est vraiment malaisant, l'inconnu, l'incertitude. Et donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc si vous avez accès à des tests de personnalité, si vous pouvez en faire, voilà. Donc il y a des personnalités qui sont propices, d'autres moins. Donc déjà, ça c'est un premier élément important. bien sûr. Et j'imagine que ça délimite, enfin ça donne la limite de ce qu'on ne peut pas dépasser pour sa sécurité personnelle. Alors, dès qu'il s'agit de sécurité, ça va être compliqué. Mais pour le coup, quand je dis ma personnalité, c'est connaître sa personnalité par rapport à ça, et aussi, et juste après, qu'est-ce que je peux apprendre, qui n'est donc plus dans ma personnalité, mais dans mes compétences. Donc moi, le premier point, ce serait ma personnalité. Donc moi, dans mon bouquin, et je pense qu'il y a pas, je suis pas le seul, mais bon, donc voilà, il y a 2, 3 idées sur ce que c'est qu'une personnalité qui est propice à un inconnu et à l'improvisation. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas y être en sécurité si on n'a pas une personnalité qui convient. C'est juste qu'on va avoir un frein plus important au moment où ça arrive. Donc, si je reprends ta question sur se préparer en amont, hein, avant d'y aller, si vous avez une personnalité qui effectivement
n'est pas très à l'aise avec l'imprévu, l'inconnu, l'incertain, l'idée, ça va être de se dire, bon, bah, c'est pas là-dessus que je vais m'appuyer. J'ai certainement des besoins plus importants de protection, on va y venir après. Hein, mais donc, deuxième point, ce que tu disais tout à l'heure, ce que je capitalise tous les jours de ce que j'arrive à faire. Donc ça, c'est mes compétences. Donc j'ai des connaissances et des compétences techniques. Donc ça, je ne vais pas développer. Hein. Je ne vais pas développer, mais c'est important en termes de, pour le coup, quand je me dis, bon, ma personnalité. Ensuite, je me dis mes connaissances et mes compétences techniques. Bon, voilà. Troisième point, je me fais confiance. Alors, pour se faire confiance, il y a quand même des choses qu'on peut dire simplement là dans un podcast, dans une visio sans y passer des heures. Mais par exemple, si je m'appuie sur l'analyse transactionnelle, tout simplement, bah, mes autorisations et mes protections. Bon, donc pour développer ma capacité d'agir, il faut que je sache ce que je m'autorise et ce dont je me protège. Donc, alors oui, tiens, j'ai envie d'essayer d'y aller un peu plus à la one again. Je vais peut-être essayer de créer une zone d'incertitude dans ce que je vais faire demain. OK. Donc, qu'est-ce que je m'autorise? Ça, ça, ça. De quoi j'ai besoin de me protéger? Ça, ça, ça. Et effectivement, plus on va augmenter la protection, plus on va blinder. Hein. On voit bien ce qui est en jeu aussi en termes d'analyse transactionnelle. Bon, donc ça, et donc je mettrais dans le troisième point, hein, cette question de la confiance, je rajouterais bien l'intelligence émotionnelle quand même. C'est-à-dire au sens, c'est une ressource. Tiens, là, ce que me dit ce gosse m'émeut, ce que me dit ce gosse me laisse indifférent, et me dire qu'est-ce que je vais en faire de cette ressource aussi pour faire face à la situation. Et enfin, le 4, s'appuyer sur ses capacités durables, c'est-à-dire les soft skills. Alors, on dit en anglais les soft skills. Avec mes amis Lucas Secchi et Mathieu Bauer, on parle de capacités durables plutôt que de soft skills. Et donc, les soft skills, capacités durables. Et donc, en matière d'improvisation, il y en a 3. On en a déjà parlé dans le précédent podcast, mais bon, on peut remettre en ça. L'intuition, la divergence et le bricolage, justement, qui sont donc des ressources individuelles. Donc, je peux me diagnostiquer. Je peux m'auto-diagnostiquer. Bon, alors là, c'est là où je vends mon livre, évidemment. Non, mais dans mon livre, il y a 3-4 pages qui permettent, enfin plus que ça, qui permettent de s'auto-diagnostiquer sur ces ressources individuelles. Donc, ce sont des ressources qui me permettent vraiment d'agir avec confort en situation imprévue. Mais ça, c'est quand elle arrive, c'est quand l'imprévu arrive. Si moi, je me dis, je me prépare à l'imprévu, je me dis, bon, je sais que je pourrais m'appuyer sur, et donc tu parlais tout à l'heure, tu disais, je vais chanter, donc ça, c'est une autorisation à la divergence. C'est pas la créativité, c'est la divergence. Je vais sortir du cadre un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas dangereux, mais je vais sortir légèrement du cadre, je vais être un peu sur le côté. C'est ce que tu disais. Et après, il y a le regard des autres qui disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Ok, je m'autorise à diverger légèrement, hein, pas complètement fou. Deuxième élément, l'intuition. Alors là, on est plus proche de la personnalité. C'est pour ça qu'on parle d'une capacité durable ou d'une soft skill. Les soft skills ou les capacités durables, c'est mieux capacités durables, sont à l'intersection de la personnalité et des compétences. Donc, il y a toujours un mélange de personnalité et de compétences, d'apprentissage et de ce que je ne peux pas apprendre. Et donc, pour un jeune professionnel, l'idée, c'est d'augmenter la connaissance de ça, de se rendre compte qu'on peut... Parce que souvent, hein, ce que disent les gens, c'est « oui, mais moi, je ne peux pas. Parce que moi, je suis comme ça. » Mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne sais pas, en fait. Donc, du coup, tu peux essayer et te rendre compte qu'il y a des choses qui sont possibles quand même si ta personnalité n'y va pas. Hein, j'ouvre une parenthèse, Nathalie, les meilleurs comédiens, et comédiennes surtout, sont des personnalités introverties. Donc, a priori, ils sont pas... Pourquoi c'est les meilleurs? Parce qu'ils font tellement d'efforts et qu'ils ont un résultat et un impact qu'ils engrangent. Et donc, cette petite fine couche qui se situe entre la personnalité et les compétences augmente. Donc, voilà, un exemple de ce que c'est qu'une soft skill ou d'une capacité. Donc, on peut la connaître mieux, ces capacités durables, grâce aux tests de personnalité, mais surtout, c'est les mises en situation. Donc, c'est en situation, c'est en faisant qu'on peut détecter que quelqu'un a
C'est se débrouiller, c'est faire preuve donc de bricolage ou de divergence. Hein. Divergence, c'est s'autoriser à sortir du cadre. Bricoler, c'est s'autoriser à faire avec les moyens du bord. J'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas les éléments sous la main, mais je vais faire avec ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai? Parce que c'est pas qu'est-ce que j'ai sous la main? Donc c'est pour ça que là, ce qui se passe dans la classe, les ressources que j'ai qui sont mobilisables immédiatement, c'est très important. Et puis ben, l'intuition, c'est plutôt euh, en un instant très rapide, perception globale de la situation. Là, on est plus proche de la personnalité. Ça, je pense pas qu'on puisse le développer, mais il y a des gens qui disent le contraire, donc je veux bien m'intéresser à ce qu'ils disent et à les suivre, parce que je suis pas prof de quoi que ce soit là-dessus. Mais moi, je pars du principe que l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est plus proche de la personnalité. Donc tu vois, avec ces ressources individuelles, si avant d'aller en classe, je me dis, bon, je vais utiliser un plan plus qu'un programme. Bon. Deuxièmement, je vais essayer d'identifier des risques et des aléas. Je me dis qu'il va peut-être y avoir des trucs que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Ok, je vais essayer de faire en sorte que ce soit moi qui décide ça. Voilà. Donc s'il y a un truc d'imprévu qui arrive, bah, ça sera un peu moi qui aurait dit ça peut arriver. Voilà. Bon. Mais bon, toujours troisième, quatrième point, ben, quelles sont les ressources que j'ai dans la classe? Qu'est-ce qui se passe dans la classe qui me donne des ressources? Puis après, il y a moi. Ma personnalité, mes connaissances, mes compétences, ma confiance en moi, et puis mes capacités durables pour agir dans l'imprévu. Donc, si on prend tout ça, mine de rien, je pense qu'en phase de préparation, en tout cas, hein, quand on est avant d'y être, on peut quand même se rassurer, se sécuriser, se préparer à improviser, c'est possible en fait. Se dire, bon, voilà, des choses, je peux m'appuyer sur des choses et j'ai des points d'appui. J'y vais pas à la one again, en fait. C'est ça. Et j'aime bien cette idée de déconstruire ce qu'on peut avoir comme représentation de l'improvisation et de se dire que ça demande de la préparation. C'est comme on prépare un terreau pour que l'improvisation devienne fertile. Et ça, je trouve, je, c'est là où peut-être on peut boucler et se dire que oui, je peux être un bon professionnel Oui, euh, en en improvisation. dehors de la toute maîtrise et que cette part de non-maîtrise, d'imprévu, d'accueil de l'imprévu, eh bien, je le cadre de manière professionnelle. Donc, j'anticipe ce qui peut se passer, je laisse un espace parce que je sais que de toute manière, je ne peux pas tout maîtriser, comme tu le disais. J'aime beaucoup ce mantra parce qu'il permet bah, là, pour le coup, de déconstruire cette culture qu'on a, où on nous dit, quand on va à un examen, on est bien d'accord que l'idée, c'est de bien montrer qu'on maîtrise Oui. tout parfaitement, quoi. Bah oui. Et je ne peux pas tout connaître et je ne peux pas tout maîtriser, mais je peux mieux me connaître progressivement. Donc ça prend du temps. Mais être un professionnel, c'est pour ça que si tu veux, on est enfin, je te remercie de ton invitation. Tu vois, le champ des possibles est immense pour nous parce que dire que être professionnel, c'est savoir structurer, préparer, rationaliser, anticiper, contrôler, maîtriser, enfin tout ça, et savoir improviser ou savoir agir dans l'imprévu ou savoir avoir ce type de navigation dans l'inconnu, ben, on en est loin. On en est loin. Moi, j'aimerais, tu vois, je rêverais, Nathalie, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je rêverais faire partie d'un groupe de travail de l'éducation nationale pour réfléchir sur les programmes pédagogiques, les programmes de formation des enseignants ou d'accompagnement des enseignants. Il y a un changement culturel, mais très bien, très très intéressant. En tout cas, moi, je trouve, ce que je trouve vraiment structurant avec ta proposition, c'est que justement, il y a quelque chose de rassurant, de structurant, et que de documenter ça en soi, quand on se dit, OK, j'ai analysé là que j'étais dans la totale maîtrise et que ça m'épuisait, j'ai envie d'ouvrir une porte, eh bien, il y a une proposition qu'on peut documenter Oui, pour finalement se rassurer, se dire non mais je fais bien mon boulot quand je fais ça quoi. oui, oui, et ça, c'est soi vis-à-vis de soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut faire il y a un pas supplémentaire à faire pour que l'institution, l'organisation Exactement, fasse ça exactement. également et qu'elle dise, tiens, tiens, ah,
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc par exemple, je ne sais pas si, je suis pas sûr que vous fassiez ça dans l'éducation nationale, mais dans d'autres environnements du public, il y a ces fameux entretiens annuels professionnels. Alors c'est pas annuel, hein, nous ça arrive tous les 3, 4, 5 ans, voilà. Donc bah, je pense que le premier pas qu'on peut faire par rapport à ça, sur quelque chose qui existe déjà, c'est de dire dans cet entretien annuel professionnel, comment le manager ou le N+1 ou la personne qui fait cet entretien avec l'autre va lui dire: «Et alors, est-ce que tu te souviens d'une situation où tu as dû faire face à un imprévu et comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu peux me raconter et qu'est-ce que tu as réussi à faire?» Et je pense que documenter ça aussi dans Tout une à fait. institution, tu vois, c'est un petit pas, mais j'en ai plein d'autres à proposer, mais ça serait chouette, quoi, tu vois? Ça serait un bon début, je pense. Eh bien écoute, ouvrons, cette possibilité. Vraiment merci. Bah, Moi ce que je retiens c'est qu'il y a vraiment une une manière de trouver, un équilibre entre, heu, la structuration, l'anticipation, la maîtrise de nos savoirs et je le mets en gros, bah, et le fait de laisser de la place à l'accueil de cet imprévu. Donc vraiment merci beaucoup Florent. merci à toi. Merci beaucoup.